France Maghreb 2. À la une de ce grand forum pour ce vendredi 24 janvier, la commission d'enquête sénatoriale sur la radicalisation islamiste auditionnait Zineb El Razoui. Selon elle, les frères musulmans sont aux portes du pouvoir en France. Est-elle légitime selon vous? On en parle dans un instant avec Farid Tamsamani, Tarek Mami et vous, chers amis auditeurs. 01 40 33 9000. Le nom de sa liste, Ensemble bâtissons un meilleur cadre de vie, c'est le slogan de sa liste. Kamel Zobi, qui est candidat à Vitry, sera notre invité tout à l'heure pour passer son entretien d'admission dans cette émission. Dans l'avion qui le ramenait d'Israël, Emmanuel Macron s'est exprimé sur la situation sociale en France. Parmi les déclarations fortes, essayez la dictature et vous verrez. Prend-il conscience de la situation? C'est évidemment la question qu'on peut et qu'on est en droit de se poser aujourd'hui. Et le quiz en fin d'actu, le quiz actu, bien entendu, qui opposera Tarek Mami à Farid Tamsamani tout à l'heure. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, c'est vendredi et vous êtes bien sur France Maghreb 2 dans votre rendez-vous quotidien. Nous sommes vos oreilles et vos yeux de l'actualité, le grand forum tous les jours jusqu'à 18h avec aujourd'hui Abslam Itache. Comment ça va monsieur Abslam? Bonjour Christophe, bonjour auditeurs. Pourquoi ça marche pas? Attends, bouge pas, vas-y. Bonjour Christophe. Non, attends, bouge. Ah non, mais il y en a qui me font des blagues là. Voilà, ça y est, c'est bon. D'un attentat. Voilà. Oh, carrément, non. Calmons-nous, voyons. Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs et auditrices. Abslam Itache, du côté chef de file du côté du 95. À Goussainville, c'est ça. Pour le modem. On va enfiler tout de suite parce qu'il y a une manifestation en cours en ce moment à Paris, un petit peu partout en France. Nous sommes à la 7e journée de mobilisation autour de la réforme des retraites qui, vous le savez, est passée au Conseil des ministres aujourd'hui. Comme d'habitude, notre reporter en chef, Philippe Boyaki pour le LGF France Maghreb 2. Salut mon Fifi. Salut France Maghreb 2, salut le LGF, salut à toute l'équipe, salut aux auditeurs et aux auditrices. Alors, comment ça va mon Fifi? Comment s'est passée cette manifestation qui est en cours de se terminer, je crois, hein? Bah écoute, oui, on est à la Concorde depuis un petit peu plus d'une heure et demie, puisque je suis arrivé avec le cortège de tête. Il y a encore du monde, il y a eu beaucoup de monde aujourd'hui. Alors j'estimerais, mais vous regarderez nos lives sur le LGF, à peu près à un petit peu plus de 200 000 personnes, puisque on a remonté le cortège depuis le début, depuis République, et c'est dans un calme olympien. Des gens apaisés mais déterminés à aller jusqu'au bout. 51e journée de grève, 7e grosse mobilisation et toujours autant de détermination à aller jusqu'au bout, jusqu'au retrait total de la réforme qui est présentée aujourd'hui en Conseil des ministres, dont les manifestants et les manifestantes n'en veulent pas. Et pourtant, par rapport à ce qu'on a pu entendre dans les médias mainstream, par rapport aux déclarations du Premier ministre, ils sont clairs. Retrait total définitif de cette réforme. Et il y avait pratiquement tous les syndicats. Il y a eu un cortège de la CFDT qui disait très simplement, même si Berger ne veut pas, la base est là. Et donc, des avocats, des infirmiers, FO, CGT, CFE, CGC, FSU, Solidaire, l'UNSA, des cortèges de l'UNSA, nombreux aujourd'hui, pour dire non à cette retraite, non à cette réforme, des retraites. On n'en veut pas, nous sommes les grands perdants, il est hors de question. Alors, beaucoup vont reprendre demain le travail des conducteurs de la RATP et de la SNCF avec qui j'ai pu échanger, parce que au bout de 43 jours, 52 jours de grève, effectivement, ça semble compliqué, mais d'autres, par contre, qui n'étaient pas en grève, vont se mettre en grève, et donc le combat et la poursuite de la lutte contre cette réforme continue, et va prendre aussi d'autres formes. Je peux pas vous en dire plus actuellement, puisque vous savez qu'on est très suivi sur France Maghreb 2, et qu'on vous réserve les exclusivités pour un petit peu plus tard. Ah, donc tu nous as récolté quelques exclus alors mon Fifi. Oui, mais je peux pas en parler à la radio parce que je peux pas en dire plus. En tout cas, des actions ciblées vont être menées, telles qu'on a pu connaître lundi dernier lors de la coupure du hub de Rungis, mais là, ça sera beaucoup plus ciblé sur des ministères, sur des endroits dits. Ah bah ça y est, il est en train de nous dire. Oui. T'es en train de nous le dire en fait, mon Fifi là. Oui, mais je vous dirai pas lesquels et je vous dirai pas où et quand et à quelle heure. D'accord. T'as tout alors. Fais gaffe, tu risques. Pratiquement tout. Fais gaffe, tu risquerais d'être embarqué, mon vieux. Tu risquerais d'être embarqué. Fais attention. Ah, pas du tout. Je n'ai rien fait de mal. Puis la liberté de la presse, elle est où? Elle est où dans ce pays? Elle est où? Elle est là. Justement, elle est là. Philippe Boyaki, comment se sont comportées les forces de l'ordre aujourd'hui? Écoute, vraiment. Très respectueux. Je me rappelle lorsqu'on est arrivé tout au début du cortège, les fontaines à la Concorde ont été envahies par quelques manifestants. Et puis les forces de l'ordre, dans un premier temps, ont demandé aux gens de sortir de la fontaine. Et ça s'est fait de manière vraiment
propre, avec des s'il vous plaît toutes les 10 secondes, c'est pour votre sécurité, vous pouvez pas rester là. Et puis ils sont éloignés et les fontaines sont à nouveau occupées par les manifestants avec des drapeaux, des gilets jaunes qui sont présents depuis le début, qui n'ont pas voulu partir. Mais pas d'incident, pas de heurts, un petit peu à la marge. Il y a eu à un moment donné un petit peu de tension au moment de demander aux manifestants de quitter les fontaines. Mais aucun coup n'a déploré, aucune arrestation pour l'instant. Enfin, d'après ce que j'ai vu, mais vous savez, cette place de la Concorde est très grande. Par contre, je me trouve à certains endroits où il manque des pavés. Il en manque un petit peu, donc il va falloir être un petit peu prudent. Mais là, le gros du cortège est en train d'arriver. En tout cas, pas de heurts, pas de problème, pas de gazage, pas de coups de matraque intempestifs. Et plutôt, souvent même d'ailleurs, des échanges entre les manifestants et les forces de l'ordre, des échanges, des débats dans un respect mutuel. Pour l'instant, tout se passe bien et pourvu que ça dure. Merci Philippe Poyaki, en tout cas en direct de la 7e journée de mobilisation à Paris, où ils sont arrivés à Concorde, place de la Concorde, en bas des Champs-Élysées, pour situer à nos auditeurs de province. Et le départ s'est fait du côté de la place de la République. Bon, ça fait une petite marche à pied, quoi. Vous avez bien marché quand même, ça va? Oui, comme d'habitude, mais en même temps, ça fait du bien au corps et à l'esprit, et puis on rencontre pas mal de gens. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est que France Maghreb 2 est bien identifié, à l'inverse de d'autres médias, au Strapa, et on a un accueil vraiment juste extraordinaire, vraiment chaleureux. On nous reconnaît, on nous interpelle, on nous parle, et puis on nous demande de continuer ce qu'on fait, parce que visiblement, nous sommes très 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 suivis par les manifestants et les manifestantes, et puis de toute façon, on est j'ai envie de dire, habillés de telle façon qu'on ne peut pas passer inaperçu au milieu des manifestants et des manifestantes, et qu'on a eu un accueil vraiment très sympa de tous les services d'ordre, y compris celui de la CGT. J'étais au milieu de ce qu'on appelle les antifas et les gilets jaunes tout en début de cortège, et on a eu des débats, on a eu des échanges, mais vraiment dans un respect total, et notre travail en tout cas visiblement a l'air d'être apprécié, parce que on montre réellement ce qui passe et on donne la parole à toutes celles et tous ceux qui ont quelque chose à dire, et c'est ce qu'on essaie de faire au maximum et du mieux qu'on peut en toute modestie. En tout cas, la bonne nouvelle du jour, c'est que ça se soit bien passé, qu'il n'y ait pas eu de violence de toutes parts d'ailleurs, et que ça se soit passé dans le calme, et c'est très bien ainsi d'ailleurs. Peut-être qu'il y a une volonté Abdeslam de la part du gouvernement aussi d'atténuer un petit peu les choses. Parce que les policiers n'agissent jamais seuls, ils ont des ordres. Et peut-être qu'on leur a dit vraiment de se calmer maintenant. Oui, je pense qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que ça s'envenime. Oui, le président de la République et le ministre de l'Intérieur ont été bien clairs. On a vu des images grâce justement aux médias indépendants, aux médias alternatifs et France Maghreb 2, où on a vu des violences réelles orchestrées par des gens qui sont à bout de nerfs, qui sont à bout de souffle, qui sont fatigués, qui sont épuisés, qui se sentent pas compris par leur hiérarchie, et qu'on demande de protéger, d'être le dernier rempart de la République, parce que sinon elle vacille. Mais c'est pas la République qui vacille, c'est ce gouvernement qui vacille, et ce gouvernement n'a absolument pas envie de vaciller. Alors je vous dis pour l'instant, mais malheureusement je vais pas pouvoir rester jusqu'à la fin de la manifestation, donc je ne sais pas ce qui risque de se passer, mais je vous dis, je vois plus d'antifa, je n'ai pas vu de Black Bloc, je n'ai pas vu de gilets jaunes virulents. La place se vide au fur et à mesure. Il y a quelques petits groupes qui restent statiques, mais dans une bonne humeur, un bon esprit. Je vois des gendarmes mobiles qui n'ont même pas, qui ne portent pas de casque. Les seuls à porter le casque, c'est ça qui est le plus étrange, c'est les policiers, même les CRS, ceux que je vois en tout cas à vue, ne l'ont pas. Donc c'est pour vous dire le calme qui règne dans cet endroit. Bon, formidable. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle en tout cas. Merci beaucoup, mon Philippe. Poyaki. Et rentre bien, fais attention. Ça marche, promis. Ciao. Salut mon Fifi. Fait un sacré boulot notre Fifi, vraiment au top. Bon, merci d'être avec nous. Juste une petite parenthèse. La campagne électorale qui suit son cours en ce moment. On parle évidemment des municipales. D'ailleurs, on recevra un candidat de Vitry tout à l'heure dans cette émission, qui a été lui un petit peu ennuyé par les manifestants du côté de Vitry. Il est candidat à Vitry, il s'appelle Kamal Sapé. Donc tout à l'heure avec nous pour nous présenter un petit peu ce qu'il compte faire pour sa ville, à savoir Vitry sur Seine, dans le 94, messieurs dames. Juste pour vous dire qu'il y a eu
Quelque chose de déplorable cette nuit à Bobigny, à Amsterdam, c'est le local de campagne d'un candidat, Fouad Ben Ahmed, qui a été incendié cette nuit à Bobigny. Mais à Bobigny, visiblement, tout n'a pas l'air de se passer comme ailleurs. Ça a l'air d'être extrêmement compliqué, avec des scandales en tout genre. Quoi qu'il en soit, Amsterdam, c'est regrettable évidemment quand on arrive à de tels gestes. Complètement, et je pense que grande chose se joue du côté de Bobigny, sachant que c'est la circonscription de Jean-Christophe Lagarde qui n'a aucun intérêt à perdre la ville de Bobigny. Et alors, je ne porterai aucun jugement. Je dis seulement que c'est très très compliqué. Les retours que j'ai sont pas évidents. C'est pas la plus belle des manières de faire de la politique. Moi, en ce qui me concerne, je préfère être dans le débat d'idées, dans la confrontation des opinions et des programmes pour justement essayer d'avancer, mais pas du tout de cette manière-là. Quand un local de campagne est brûlé, quand il y a des menaces, quand on fait interner une personne dans un asile psychiatrique justement pour l'écarter, je trouve ça un petit peu scandaleux. Il se passe des choses très très bizarres à Bobigny, effectivement. On sera peut-être amené à en parler. On a contacté Fouad Ben Ahmed, mais on suppose qu'il doit être très occupé. Évidemment, vu ce qui s'est passé cette nuit. Farid Tabsamani qui est avec nous aussi. Salut mon Farid. Salut à tous, salut. Comment Farid, comment ça va? Ça va et toi? Salut Absalem. Très très bien, oui. T'as vu ce qui s'est passé du côté de Bobigny? J'ai cru comprendre qu'il y a un local de campagne brûlé. Oui, c'est ça, Fouad Ben Ahmed, absolument. Ouais. Oh, c'est la campagne. Oui, mais bon, quand on arrive à de tels gestes quand même. Oh, oui, c'est déplorable. Tout ça à doit fait. pas être la norme. Non, c'est sûr. Il faut surtout pas que ça soit la norme. Bah oui. Mais je veux dire, c'est pas. Il y a des villes, ça a toujours été un peu tendu. Non, mais le local de campagne est quand même au rez-de-chaussée d'habitation au-dessus, quoi. Donc ça aurait pu être grave. Ah bien sûr. Donc voilà. Karim est avec nous, il nous appelle au 01 40 33 9000. On me dit qu'il veut parler des élections. Bonjour Karim. Ouais, bonjour Christophe. Voilà, c'est juste pour une grosse dédicace aux hypocrites. Au revoir. Ah ok, super. Bah écoute, il y en a pas mal des hypocrites, hein, Karim. Il y en a beaucoup même. Salut mon Karim. Bon, il a peut-être des comptes à régler. Hop, je passe sur France Maghreb 2, je vais vous tacler les gars. Voilà, c'est fait. Salut Karim, à bientôt. Bon, messieurs, on va parler d'une jeune femme dont on parle beaucoup et qui est régulièrement en top tweet. Madame Zineb El Razoui. Voilà, j'ai du mal, vous voyez. Zineb El Razoui, qui était invitée hier au Sénat. Voici ce qu'elle a dit. Car en France, on a coutume maintenant de diviser l'islam radical, l'islamisme, en deux entités qu'on distingue l'une de l'autre, pas toujours à raison d'ailleurs, le salafisme et le frérisme. Je souhaiterais parler des frères musulmans en tant que confrérie, en tant qu'idéologie et aussi en tant qu'organisation associative très structurée en France, pour la raison suivante, c'est que je ne crains pas de dire qu'ils sont aujourd'hui aux portes du pouvoir en France. Et je vais expliquer pourquoi je ne crains pas d'affirmer une chose pareille. D'abord, les frères musulmans, un simple rappel, c'est une confrérie née en Égypte à la fin des années 20, qui a été fondée par un instituteur qui s'appelait Hassan al-Banna, qui était le grand-père maternel donc de Tariq Ramadan que l'on connaît ici en France. Hassan al-Banna, quand il a créé cette confrérie, il a prôné une idéologie totalitaire dans le sens où elle recouvrait l'ensemble des espaces de la société. La vie familiale, la vie privée, l'enseignement, l'administration, la politique, évidemment, le rapport à l'étranger, etc. Il faut rappeler que cette idéologie est une idéologie donc des années 30 aussi, qui était fille de son temps. Et par ailleurs, Hassan al-Banna, le fondateur de la confrérie des frères musulmans, était un admirateur du régime nazi. Il a d'ailleurs ses adeptes par la suite ont, pour certains, entretenu des liens avérés, établis avec le nazisme. Par exemple, l'imam, le mufti al-Husseini de Jérusalem, qui était aussi un membre de la confrérie, avait s'était rendu en Allemagne nazie pour une visite officielle et avait même fondé une division SS qui appelait les Ansar ou les Anchar, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui était un régiment, il me semble, d'Albanais.
Tout ça est simplement un rappel. Ce qu'il est important de dire, c'est que cette confrérie des frères musulmans, on retrouve son œuvre néfaste à peu près partout dans le monde. Zineb El Razoui, donc au Sénat, et dire qu'on paye nos sénateurs pour qu'ils écoutent Zineb El Razoui, qui quand même ose dire, je n'ai pas peur de le dire, les frères musulmans sont aux portes du pouvoir en France. Farid Temsamani, ça fait flipper, non? Ça dépend comment on l'entend. Bah oui, non mais le grand public qui entend ça. Non mais ce que tu viens de faire passer là, Christophe, techniquement parlant, tout ce qu'elle vient de dire là est complètement vrai. Oui, mais la phrase sur le pouvoir. Sur le fait du pouvoir des frères c'est pour ça qu'il faut arrêter le délire quand même. Non mais c'est pour ça qu'il faut aller un peu plus loin. Quand elle parle de pouvoir, on parle de quoi? On parle de pouvoir institutionnel. À ma connaissance, à part quelques personnes qui se présentent ici ou là, qui sont peut-être considérés comme des frères musulmans, à ma connaissance, ils sont absolument pas en voie de prendre le pouvoir au sens démocratique du terme. Est-ce qu'ils discutent avec le pouvoir? Bien sûr, c'est une évidence. Et c'est très ancien même. Elle a été très dure envers la MIF de Hakim El Karoui. Voilà, dont j'avais dit la semaine dernière ici que j'étais un des membres fondateurs. Oui, Alors, membre fondateur, c'est vous en avez pris plein votre grade, hein. Alors, je fais plus partie de la MIF et j'ai jamais été actif à la MIF. J'ai été membre fondateur pour une raison très simple, au-delà des personnes, c'est que je pense que l'idée demeure toujours bonne, c'est-à-dire qu'il faut, à mon sens en tout cas, sortir de l'islam consulaire marocain, algérien, turc pour l'essentiel, et que la MIF était un bon véhicule. Ensuite, elle attaque effectivement la MIF parce que je crois qu'elle a un problème à régler avec au moins 2 personnes. Il faut savoir une chose, hein. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Il faut savoir de qui on parle. Zineb El Razoui. Journaliste, essayiste. Eh bien, en fait, au-delà de ça, cher Christophe, en fait, on ne peut pas parler de cette personne-là sans mettre les choses dans le contexte. Ce n'est plus, malheureusement, une personne que l'on doit traiter comme une autre. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou non, elle est moralement et physiquement victime de la barbarie, de l'attaque de Charlie Hebdo. Victime rapidement, parce qu'elle n'était pas dans les locaux quand même, hein. C'est pour ça que je dis moralement et physiquement. Ouais. C'est deux. Non mais on peut discuter de. Non mais d'accord. etc. Non mais à partir de cela, je préfère. Il faut quand même le dire. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle. Elle ne peut plus être assimilable comme une simple journaliste ou comme une simple citoyenne. Donc ça veut dire que quand on critique Zineb El Razoui, il faut s'attendre effectivement à des choses très dures. Oui, Ensuite, sur le fond. On en connaît. Non mais il faut avoir l'honnêteté aussi de le dire. Ça veut pas dire que je partage tout ce qu'elle raconte, mais Zineb El Razoui est quelqu'un de particulièrement bien informé, relativement bien informé, et lorsqu'elle fait cette critique-là, effectivement, au Sénat, elle sait précisément ce qu'elle fait. Précisément. On ne peut pas tout dévoiler, mais elle sait précisément ce qu'elle fait. En tout cas, elle a un problème au moins avec 2 personnes, qui sont l'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, et l'imam d'Ivry, Mohamed Bajrafil. Donc ces 2 personnes-là, alors au moins pour Tarek Oubrou, pendant très longtemps en fait, a été un des prêcheurs, on va dire, ou en tout cas un des théologiens qui régulièrement tous les ans lors de ce qu'on appelle le congrès, alors on appelle ça le congrès des musulmans. Alors aujourd'hui les congrès des musulmans de France, mais en tout cas le Bourget. L'Union, début avril. La rencontre des musulmans de France, tout simplement. Il s'en est officiellement, en tout cas séparé. Ouais. Donc ce sont ses dires. Zineb El Razoui, elle fait référence plutôt à ça. Et c'est pour ça qu'en fait, quand elle fait son discours, quand elle dit aux portes du pouvoir, en fait, faut faire très attention parce que elle sait exactement ce qu'elle dit. Et quand elle le dit, en fait, techniquement parlant, elle n'a pas complètement tort. Mais est-ce que les gens, est-ce qu'on va leur accorder une étiquette éternellement parce que lorsqu'ils étaient plus jeunes façon de parler, ils étaient là ou là. C'est comme le procès que l'on fait très souvent à Madeleine ou à Devedjian en disant qu'ils étaient à Occident, groupuscule clairement d'extrême droite à une époque. Voilà, ils ont largement fait leur parcours depuis, mais on leur ressort éternellement ça. Zineb El Razoui, en fait, a fait la même chose avec Tarek Oubrou et Mohamed Bajrafil. Sachant que Mohamed Bajrafil, je suis pas certain qu'il soit complètement, enfin, je crois qu'il a jamais été le prêcheur du mouvement du congrès de l'UEF. Non,
il est invité, oui, régulièrement, mais il est pas. Voilà, mais en fait, c'est pour ça qu'en fait elle joue. Elle sait jouer, et c'est pour ça qu'il faut élever le débat sur cette question-là, à mon avis. Bon, alors la question du jour, quand même, parce qu'elle est importante, je vous la pose. La commission d'enquête sénatoriale sur la radicalisation islamiste auditionnait donc hier Zineb El Razoui. Selon elle, les frères musulmans sont aux portes du pouvoir en France. Est-elle légitime? Alors légitime à plusieurs titres. Est-ce que c'est légitime d'auditionner Zineb El Razoui? Quelle légitimité elle a pour être auditionnée au Sénat? Et est-ce qu'elle est légitime en tant que personne, individu? Faisons référence d'ailleurs à ce que disait très justement Farid, c'est que elle a un statut particulier par rapport à ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, Abdeslam. Hein. Alors, pour reprendre ce que disait Farid, Zineb El Razoui en effet a un statut particulier. Elle est sous protection policière et donc elle est à nos frais. Oui. On assure sa sécurité. Donc, elle se permet des sorties comme ça où elle se permet d'inventer des mots, le frérisme. Faudrait peut-être regarder dans le Larousse si ça existe. Et tous les jours, elle invente des choses comme ça. Et moi, je pense qu'elle a plus de problèmes qu'avec Tarek Oubrou et Bajrafil. Je crois qu'elle a surtout un problème avec l'islam. Et ce qui lui pose problème, c'est sa volonté, c'est vraiment de mettre tout le monde dans le même sac. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez avoir des musulmans qui pratiquent la religion de manière rigoriste. Est-ce que pour autant ce sont des terroristes? Vous savez que non. Donc, et elle déteste ces personnes-là. Qu'elles soient terroristes, et ça pourrait se comprendre, et ça peut s'entendre, et nous combattons tous ici l'idéologie mortifère qui amène des attentats. Mais de là à jeter l'anathème sur l'ensemble des musulmans, qui soient, mais Farid, tu peux réagir si tu veux. Mais ce que je veux dire, est-ce que porter une barbe est interdit en France? Je crois que non. Mais alors réécoute là. Alors, elle a dit quelque chose de très intéressant cette semaine, d'ailleurs qu'on a passé dans un des zappings de la semaine. Elle dit tout ce que je dis était prononcé par quelqu'un qui n'est pas musulman serait considéré comme raciste. Donc elle reconnaît finalement que ce qu'elle dit c'est raciste quoi. Et elle dit quand on est musulman, quand on est musulman et qu'on dit ce que je dis, on est des traîtres. Alors si tu permets, juste pour essayer d'équilibrer le temps de parole, je t'en remercie. Mais sur le canal de communication, c'est pas la campagne hein, les gars. Le fait, non, mais on est d'une très grande courtoisie. T'en fais pas, j'aurai l'occasion de le laisser parler. Mais je vais te prendre moi l'exemple de Rachida Dati lorsqu'elle fait passer les peines planchées. Mais pourquoi est-ce que ça passe? Parce qu'elle s'appelle Rachida. Tu vois, donc lorsqu'on emploie le bon canal, on peut se permettre un tas de choses. C'est tout. Mais pas le rapport, non. mais tu vois pas le rapport. Ce que je veux dire, c'est que si moi je te dis qu'aujourd'hui on a communautarisé les quartiers et qu'il y en a marre d'avoir un bâtiment Bamako et un bâtiment Alger, quand c'est Abdel Salim Itache qui le dit, ça choque pas. Mais si c'est Nicolas Sarkozy qui le dit, ça choque tout le monde. Mais sur les peines planchées, c'était sur ça que non, parce qu'on arrive à faire passer des choses qui peuvent parfois choquer l'opinion, mais qui passent convenablement lorsque on emploie un autre canal et une autre personne. Rachida qui est à la manœuvre, voilà, c'est ce que dit Abdeslam. Voilà. D'accord. Après, Rachida, je ne mets pas en cause les peines planchées, d'accord. Non, je ne mets pas en cause la nécessité ou non des peines planchées. Je dis seulement que lorsqu'on emploie un certain canal de communication, c'est ce que dit Zineb El Razoui. Elle dit lorsque moi je le dis, ça passe crème, mais si une autre personne aurait dit la même chose, elle aurait été taxée de raciste. Mais Zineb, le message est le même et le message que tu profères est un message raciste. J'entends parfaitement ce que tu dis, Abdeslam. Alors moi, ma vision, c'est que je pense que effectivement, cet argument-là était valable jusqu'à il y a pas très longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, qui que ce soit fait ce type de remarque, en réalité, n'est plus forcément taxé malheureusement de raciste. Mais pourquoi? Et pourquoi tout à l'heure je me suis permis, j'ai volontairement de couper à Abdeslam, c'est que Abdeslam, en fait, on fait une différence entre deux choses. On fait une différence entre l'islam, la religion, et les individus qui se proclament de cette religion-là. Et Zineb El Razoui, en fait, elle est très intelligente. Pourquoi? Parce qu'elle a complètement le droit de critiquer, en tout cas dans son sens, l'idéologie, la religion, le dogme islamique. Et quand elle fait pourquoi tout à l'heure, Christophe, j'ai dit tout ce qu'elle a dit, en tout cas au Sénat, en tout cas dans l'extrait que tu nous as passé, était quasiment juste. Quand elle fait référence à l'historique des frères musulmans. Ouais. Mais ce qu'elle dit, c'est un fait historique. Mais elle ne peut pas s'empêcher de parler de Tariq Ramadan au passage. Mais bon. Ouais, enfin, c'est une précision qui est... Ouais, Tariq Ramadan, je pense que c'est parmi des millions qui sont frères musulmans. Bon alors, bougez pas, on continue d'en parler les amis dans un instant, avec vos appels aussi au 01 40 33 9000. Est-ce qu'elle est légitime, Zineb El Razoui, pour être reçue comme ça, auditionnée au Sénat
avec nos impôts, Légitime, avec nos argents, avec notre argent. Vous nous appelez 01 40 33 9000. En tout cas, sur Facebook et Twitter, vous êtes sans appel. 96% à dire non. Elle n'est pas légitime. Vous votez sur France Maghreb 2, Facebook, Twitter, le Grand Forum FM2. C'est le Grand Forum. Bienvenue à vous. Farid Tabsamani, il est là, ainsi qu'Abslamitage sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous, le Grand Forum. Et on parle de Zineb El Razoui, donc, qui a fait cette déclaration. Les frères musulmans sont aux portes du pouvoir en France. C'était pas n'importe où qu'elle a fait cette déclaration, c'était au Sénat. Elle a été auditionnée par cette fameuse commission sur la radicalisation islamiste, qui a été d'ailleurs mise en place juste après ce qui s'est passé à la préfecture de police de Paris. Pour être tout à fait précis, pour recontextualiser les choses. Dans un instant, on recevra un candidat au municipal. On ira du côté de Vitry, une belle ville de région parisienne, 97 000 habitants. Mais pour l'heure, on va à Grenoble avec Sana qui est avec nous. Bonjour Sana. Oui, bonjour à toute l'équipe, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Sana. Alors, soyez la bienvenue d'abord. Merci beaucoup. Alors, en fait, moi, je voulais intervenir par rapport au sujet. Pour moi, elle n'a aucune légitimité à intervenir. Elle est ni sociologue, ni quoi que ce soit. Elle a aucune capacité pour moi à intervenir là-dessus. Je pense que c'est juste une opportuniste, comme les anciens, là, Fadela Amara et compagnie. Et je pense qu'elle va pas faire long feu. Donc, on les connaît, ces gens. Ils surfent sur la vague qui est en ce moment, sur la vague islamophobe, à cracher leur venin. Et surtout, une parole venant d'une personne maghrébine qui pourrait être musulmane entre guillemets, du coup ça apporte du crédit à tout le monde. C'est ça. Mais ça. Pour moi, elle a aucune légitimité. Il faut même pas l'écouter parce que voilà, elle est ni sociologue ni quoi que ce soit. Donc pour moi, franchement, faut même pas l'écouter cette femme. Merci Sana pour votre avis en tout cas et continuez de nous rester fidèles à Grenoble. Salut Sana, merci, bon week-end. À bientôt. Merci à vous aussi, au revoir. Il faut arrêter de l'écouter, nous dit Sana les enfants. Moi je rejoins ce que dit Sana sur le fait que elle veut exister et elle est invitée sur les plateaux, elle est invitée au Sénat ou à l'Assemblée. Si demain elle est recrutée aussi sur les chaînes d'infos parce qu'elle fait du buzz, parce que voilà. Si elle n'était plus visible, elle disparaîtrait. Ça n'est pas dans son intérêt. Derrière, je pense qu'il y a une démarche mercantile où elle veut justement continuer à être invitée et continuer à être payée. Donc voilà. Ensuite, que nous, on n'est pas à la regarder. Bon, moi je suis pas trop pour ça. On est quand même libre de regarder ou pas les programmes que l'on souhaite. Ce que je veux dire, c'est que c'est de la responsabilité quand même des médias d'inviter tout le monde et n'importe qui. Quand je dis tout le monde et n'importe qui, je peux penser, j'emploie le contraire, je peux penser à certains imams qui ne savent pas aligner trois mots, qui parlent de mésidance au lieu de dire médisance. Donc voilà. Mais si on fait le choix de la médiocrité, c'est tant pis pour ces chaînes-là. Donc et on passera sur d'autres. Non. Alors Farid, on en parlera tout à l'heure si tu le veux bien, parce que l'heure c'est l'heure, et je tiens à respecter scrupuleusement le temps de parole à tous les candidats qui passent dans cette émission. Il est donc 17h, c'est parti pour l'entretien d'admission, c'est comme ça qu'on l'a appelé, sur France Maghreb 2, jingle. France Maghreb 2, le Grand Forum, spécial municipal 2020, l'entretien d'admission. Et nous partons, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, du côté de Vitry-sur-Seine à la rencontre d'un candidat qui, et ça change d'ailleurs, c'est d'un des premiers que je reçois, affiche la couleur, candidat En Marche, de la République En Marche, à Vitry-sur-Seine, ville de 97 000 habitants, une belle ville donc. Kamel Sebi, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. En guise de première question, tout à fait logique, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditrices et auditeurs qui est Kamel Sebi? D'où vient-il? Quel est un peu votre parcours, cher Kamel? Bon, moi je suis un jeune issu du centre de la France. Donc j'ai grandi à Bourbon-l'Archambault, près de Moulins, dans l'Allier. Je salue l'ami DJ Nabil d'ailleurs qui est né là-bas aussi, enfin qui est de là-bas. Voilà, c'est un ami d'enfance. J'ai grandi là-bas jusqu'à obtenir le bac et poursuivre mes études du côté de Nantes. J'ai ensuite travaillé dans le BTP et les infrastructures durant toute ma carrière. Ça fait à peu près 10 ans que je travaille, jusqu'à prendre la direction Île-de-France d'un grand groupe du BTP. Très bien. Première candidature ? Première candidature, premier engagement fort dans la politique, puisque via mon travail, j'ai toujours participé avec les villes, autour des villes, avec les élus, avec les citoyens, dans le cadre de l'aménagement, de la voirie, où on est en contact permanent avec les villes. Mais c'est mon premier engagement fort.
Alors vous avez fait un peu parler de vous il y a pas longtemps dans l'actualité, puisque lors de votre lancement de campagne, je crois, vous avez fait une petite réunion et il a été un peu envahi par les manifestants qui en ce moment s'en prennent à la réforme des retraites. Oui, tout à fait. Alors, avec la démobilisation du mouvement et la radicalisation un peu simultanée, dans une ville d'extrême gauche, effectivement, une candidature La République En Marche est plutôt sensible. Et lors de mon lancement de campagne, il y a eu une organisation avec des CGTistes, des syndicats, des enseignants et des Il y a une plainte, vous avez déposé plainte, je crois. Oui, tout à fait, il y a une plainte déposée puisque notre réunion a été très perturbée et mon équipe a subi pas mal d'agressions. Moi, j'étais homophobe. Oui, voilà, mes équipes ont subi des insultes homophobes, des insultes, des bousculades. Ça a été assez loin, donc j'ai décidé de porter plainte au nom du mouvement. Très bien. Alors le nom de votre projet, c'est Ensemble bâtissons un meilleur cadre de vie. C'est votre slogan, Kamal Sabi. C'est un de nos slogans puisqu'on a 4 tracts. Le nom de notre liste, c'est Vitry, c'est vous. Oui. Et donc notre slogan principal c'est Ensemble changeons Vitry, et donc on a 4 tracts avec 4 orientations dont le cadre de vie. Alors il y a pas mal de choses dans votre programme, de ce que vous proposez en tout cas, et vous insistez sur le fait que ça s'inscrit dans l'ambition de faire de Vitry-sur-Seine une ville plus sociale, plus écologique, plus sûre et plus agréable à vivre, j'ai envie de dire. C'est pas du tout agréable en ce moment, Vitry ? Alors Vitry est une belle ville, mais Vitry a été en meilleures conditions. C'est une ville de 97 000 habitants, idéalement située, près de la 86, près de Orly, près de Rungis. Ouais. Et Vitry est quasiment une ville dortoir, où les gens dorment mais ne travaillent pas et ne vivent pas. Il y a peu d'activités. Il y a le RER, il y a tout ça quoi même. Il y a le RER, mais c'est dommage que les gens ne vivent pas à Vitry, parce que le but d'une ville, c'est pas uniquement de prendre le RER pour aller à Paris. Alors nos deux amis Abdeslamitache et Farid Tamsamani qui sont là écoutent attentivement et auront le privilège de vous poser les dernières questions tout à l'heure. J'espère qu'ils sont pas trop durs avec vous. Kamal Sebi, vous proposez aussi plus de démocratie locale avec la création d'un budget participatif afin de renforcer l'autonomie des conseils des quartiers. Explique-nous un petit peu. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, il y a des conseils de quartier qui sont animés par les élus. Simplement, on remarque, et pour avoir participé à beaucoup d'entre eux, que les élus écoutent les citoyens, note, mais aucune action n'est réellement menée, aucun retour n'est fait, et on a pu le constater notamment avec une petite fille il y a une semaine qui a été accidentée assez gravement en traversant un passage piéton et dans un endroit peu sécurisé. Le conseil de quartier a immédiatement fait un communiqué pour dire qu'il y avait eu de nombreuses remontées pour indiquer que ce passage était dangereux. Depuis des mois, ils ont écrit et rien n'a été fait par la mairie. À l'image un peu des conseils de quartier où les gens remontent des choses mais ne sont pas pris en compte. On rappelle, on est en direct avec Kamal Sebi, donc candidat à la mairie de Vitry-sur-Seine pour les 15 et 22 mars prochains, avec nous aujourd'hui. Alors, plus d'attractivité économique. Nous créerons une maison de l'attractivité, parce que plus d'entreprises et de commerces diversifiés, c'est plus d'emplois, plus de services d'animation pour nos habitants. L'économie, c'est important aussi. Oui, tout à fait, c'est très important, surtout pour une ville comme Vitry, qui dispose d'un foncier et d'une situation idéale au niveau des transports et des autoroutes. Il est dommage d'avoir très peu d'implantations d'entreprises. On a l'ensemble des quais de Seine qui sont quasiment pas aménagés, ou alors avec des locaux quasiment utilisés ou abandonnés, et les entreprises ne s'implantent pas depuis des années à Vitry. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de démarche volontaire, donc on veut créer une maison de l'attractivité qui rassemblera différents services de la mairie afin de faciliter l'implantation des entreprises, les attirer en allant vers eux, leur proposer un projet pour qu'ils puissent s'implanter. En fait, vous voulez qu'ils bossent dans votre ville, quoi, que les habitants de Vitry, qu'on appelle comment d'ailleurs ? Les Vitriots. Les Vitriots, les Vitriotes. Les Vitriotes puissent travailler, vivre et travailler dans leur ville. Oui, tout à fait. Une ville comme Vitry qui a beaucoup d'espace mérite d'avoir ces entreprises. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quel est le modèle qu'on montre un peu aux jeunes de Vitry qui restent coincés dans leur quartier, qui ne sortent jamais, qui ne vont jamais à Paris. Ils n'ont rien comme exemple. Il est dommage que des grandes banques ou des grandes entreprises ne s'installent pas à Vitry, proposent des stages aux jeunes, proposent une vision, des perspectives, que les gens de Vitry ne soient pas obligés de faire 1h30 de route pour aller travailler à l'autre bout de Paris. Ouais. Donc on a tout intérêt à implanter des entreprises pour faire vivre la ville.
Alors, parmi les choses que vous proposez, alors en parlant de la propreté, c'est important. Votre ville est sale, Kamel Sebi? Oui, effectivement, beaucoup de citoyens se plaignent de la propreté à Vitry. Donc on a des problèmes, je sais qu'ils sont également à Paris, d'entreprises qui ont été à lesquelles on a délégué la propreté, qui ramassent des papiers sur un trottoir, mais ne les ramassent pas sur un autre trottoir ou dans les espaces verts, puisque ce n'est pas dans leur fonction. Alors, donc c'est inadmissible. Comment vous luttez contre cela en proposant, en mettant en place une brigade verte d'un plan propreté global avec facilitation d'accès aux encombrants, plus de déchetterie mobile contre les dépôts sauvages également. Il y a des dépôts sauvages à Vitry? Il y a énormément de dépôts sauvages. Aujourd'hui, on propose également en plus de cette brigade verte, de mettre des moyens comme des caméras de vidéosurveillance, puisqu'aujourd'hui la Smart City permet, via de nouvelles technologies, de détecter automatiquement le dépôt d'ordures sauvages, de géolocalisation et de les géolocaliser et de pouvoir verbaliser. C'est des moyens qui vont permettre de maintenir la ville plus propre qu'elle n'est, puisqu'aujourd'hui aux quatre coins de Vitry, il y a des dépôts sauvages. Alors aussi en matière de bien-être, parce que c'est important aussi quand on habite sa ville, vous voulez travailler avec les bailleurs à la rénovation des logements, une école de qualité pour nos enfants, de qualité, c'est important, et un périscolaire étendu ainsi qu'une offre sportive culturelle variée pour tous. Là, j'ai envie de dire, vous avez rien inventé là. On n'a rien inventé, mais rien n'est fait. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais qui sont vivotantes ou inactives. On veut remettre en place les fondamentaux. Vous savez, avant de faire de nouvelles choses, il faut s'attacher à appliquer et à bien exécuter les choses en place. Ouais. Aujourd'hui, mais comment vous allez faire pour avoir, par exemple, une école de qualité, pour prendre un truc tout simple? Voilà. Une école de qualité pour les enfants de Vitry. Alors le problème des écoles à Vitry, c'est qu'elles n'ont pas de moyens. Aujourd'hui, que ce soit au niveau du périscolaire, puisque tout ce qui est dans le cadre du programme scolaire revient à l'éducation nationale, et voilà. Là la mairie n'a aucun pouvoir. Ça mais ne dépend pas de vous, c'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, mais tout ce qui est dans le cadre du périscolaire, en amont et en aval, peut être aménagé avec plus de moyens d'une part. D'autre part, le problème, c'est également le problème de la mixité. Aujourd'hui, on a des écoles qui sont abandonnées par une classe sociale et qui sont... Mixité sociale, oui. Oui, une mixité sociale, tout à fait, oui. Il faut préciser. Et aujourd'hui, on a besoin de plus de mixité sociale, puisque la politique de la ville a fait partir toute une partie de la population. Aujourd'hui, les gens qui restent sont isolés, avec une population qui n'a pas les moyens, elle, de partir et de s'exporter. Mais votre souhait, c'est de faire venir des CSP+. Mais comment vous y prendriez? Alors, des CSP+, non, parce que Vitry a une histoire, mais c'est au moins de rendre une classe moyenne plus forte, qui aujourd'hui se sent isolée, minoritaire. Aujourd'hui, quand on réussit à Vitry, on quitte Vitry. Donc beaucoup de mes concitoyens me disent que leurs enfants, dès qu'ils ont un travail, dès qu'ils grandissent, quittent la ville. Ce n'est pas normal, c'est parce qu'il n'y a pas, ils ne voient pas d'avenir, il n'y a pas d'emploi à Vitry et il n'y a pas de projection. Alors il y a un autre souci aussi que rencontrent beaucoup de villes en France, c'est la désertification des professionnels de santé, et pour ce coup vous avez une solution, d'offrir en tout cas une meilleure prise en charge de nos habitants. Nous proposons une installation des professionnels de santé dans tous les quartiers de la ville. Comment vous allez faire pour justement attirer les médecins, les professionnels de santé à Vitry? Alors là également, effectivement, il y a un problème assez récurrent qu'ont beaucoup d'autres villes. Ce qu'on souhaite, c'est mettre en place des maisons médicales, aider l'installation de nouveaux et de jeunes pratiquants, médecins, pour faire face aux besoins du quotidien. Donc via des aides à l'installation, des aides... Le problème, c'est qu'ils veulent pas venir. Les médecins qui sortent des études de médecine, ils veulent pas s'installer. Parce qu'ils veulent pas avoir affaire à la paperasserie, etc. Ils veulent directement travailler peut-être en hôpital ou en clinique privée. Oui, et d'où l'intérêt des maisons médicales, puisqu'en mutualisant des secrétaires, ce qui n'est pas possible seul est possible en commun, afin que les médecins puissent se concentrer sur leur métier. Ouais. Alors en matière de nature, parce que c'est important, et on rappelle pour ceux qui ne connaissent pas et qui nous écoutent en province par exemple, qui ne connaissent pas Vitry, ça peut arriver, il y a la Seine qui traverse Vitry. Et vous proposez d'aménager les bords de Seine afin qu'ils deviennent un vrai lieu de promenade en famille, de détente pour tous, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, les quais de Seine aujourd'hui sont abandonnés alors que ça pourrait être un lieu de vie. Donc ce qu'on propose, c'est un plan global d'aménagement. On pense que faire plus d'écologie, c'est pas uniquement planter des arbres de façon isolée, mais c'est un vrai plan de végétalisation qui doit être fait dans le cadre à l'échelle de la ville avec des experts pour réaménager dans un premier temps les quais de Seine et développer ce plan au niveau de la ville. Alors
vous avez vraiment pensé à tout, hein, un programme bien fourni, des services municipaux. Alors c'est très très intéressant. L'accès aux services de la mairie qui doit s'adapter à tous. Nous adapterons les horaires d'ouverture et les démarches administratives aux besoins actuels pour un meilleur accompagnement des habitants, des jeunes et des personnes âgées. C'est pas le cas non plus aujourd'hui à Vitry ? Alors c'est un problème également récurrent dans les villes. Aujourd'hui les services sont ouverts quand les gens ne peuvent pas y aller parce que les gens y travaillent. Donc dans la mesure du possible, puisque tout n'est pas possible, on souhaite adapter ces horaires pour une plus large amplitude et les déplacer dans des annexes, puisqu'aujourd'hui dans l'annexe de la mairie de Vitry il y a très peu de services. Alors, Kamel Sebi, on a élaboré un petit peu votre programme. Pourquoi vous avez fait le choix d'afficher la couleur avec En Marche, alors que il y a un document qui est tout à fait officiel, connu de tous. Le parti, enfin le mouvement, parce que c'est pas un parti, avait conseillé à tous les candidats qui sont pas forcément en terrain conquis de cacher ou de ne pas afficher le logo. Est-ce que vous considérez que vous, à Vitry, vous êtes en terrain conquis ? Alors à Vitry, on est loin d'être en terrain conquis puisque c'est une ville plutôt orientée de gauche, mais c'est une ville qui a beaucoup d'abstention. On considère que dans une ville où la mairie est en place depuis 1926, où les maires se succèdent de proche en proche, une démarche classique, d'opposition classique, ne créerait pas de mouvement. On veut vraiment créer un choc et réveiller les citoyens puisqu'il y a beaucoup d'abstention et le seul moyen c'était de faire parler de nous et d'être présent sur le terrain au jour le jour. Mais est-ce que c'est pas handicapant aujourd'hui, et vu ce qui se passe, vu le climat ambiant en France, de se présenter via La République En Marche ? Vous savez, le climat ambiant, il pèse sur les télés, il pèse sur les plateaux, mais pour les gens, il pèse surtout aussi, dans les transports, dans les rues, mais de façon minoritaire. On n'est pas 50 000 en France, on est beaucoup plus nombreux que ça. Il n'y a pas tant de monde que ça dans les rues. Il y en a beaucoup à Paris, il y en a moins ailleurs. Aujourd'hui, à Vitry, on me parle pas énormément de retraite, croyez-moi. Très bien. Alors, Farid Tabsamani, une question pour Kamel Sebi, candidat à Vitry. Et une question, une question, en tout cas, plusieurs remarques. Moi, je trouve ça très courageux de sa part de s'être engagé dans une ville communiste depuis presque un siècle, je sais pas, à peu près, c'est ça, 94 ans. Bon, la question en vérité, pas pour le candidat, mais la question que les gens doivent se poser à Vitry, tout simplement, c'est est-ce que votre vie est positive aujourd'hui ou non après 94 ans de communisme? Moi, j'ai la réponse. Je ne connais absolument pas le candidat ici présent. Mais ma vraie question, la véritable question, c'est que Vitry, en fait, a une histoire. Vous l'avez souligné tout à l'heure, une histoire profonde, en réalité. Les Vitriots, pour connaître certains Vitriots, en réalité, sont très attachés à leur histoire. L'histoire est très forte à Vitry. Et c'est pas un reproche que je vais vous faire, c'est que j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas natif de Vitry, ce qui est un parachuté. Non, parce qu'il y vit, donc du coup, on va dire que c'est pas un parachutage. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que vous vous êtes imprégné complètement de l'histoire de la ville et de ses habitants? C'est très intéressant ça. Vous y vivez depuis combien de temps, rappelez-nous? Un peu moins de 10 ans. D'accord. Donc c'est jeune quand même. Oui, c'est jeune. Oui. Ouais, mais Lévy. Non, mais la question de je Farid, suis pas certain, excuse-moi Christophe, mais je suis pas certain que les élus de Vitry vivent à Vitry. Bah, je sais Actuel, pas. En tout je cas. sais pas non plus. Mais est-ce que 10 ans, ça suffit pour s'imprégner de la ville, à la question de Farid Tabsamani, Kamel Sebi? Alors Vitry a une très longue histoire et je prétendrai pas vraiment m'être totalement incarné l'histoire de Vitry. Ouais. Cela non, mais m'en imprégner oui, puisqu'aujourd'hui je vis ma ville, j'y suis présent tous les jours. J'y vis le week-end, j'ai des amis là-bas, j'ai beaucoup de connaissances, j'ai ma petite histoire à Vitry, comme beaucoup de monde. Ouais. Et aujourd'hui à Vitry, certes il y a une population qui est née à Vitry, mais il y en a beaucoup qui partent. Et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui passent à Paris, qui passent à Vitry. Et donc oui, je veux les retenir, je veux qu'ils profitent plus de leur ville. Et effectivement il y a une histoire, mais moi ce que je veux c'est surtout l'avenir. Et c'est ça que je regarde et c'est ce que je veux créer avec mes concitoyens. Abdestamitash. Alors, je vous ai écouté attentivement et vous avez soulevé plusieurs points. Donc, je vais essayer de les citer peut-être un petit peu de façon décousue, mais d'abord le fait que vous ayez été dérangé pendant votre campagne lors d'un meeting. Moi, je condamne totalement ce type de comportement parce que ça va à l'encontre de la démocratie, de l'expression politique, que d'envahir une réunion publique pour justement pour nuire à un candidat pour une élection locale. Et on ramène le national au local.
je pense que Monsieur Sobi n'est pas Monsieur Macron et que il a pour ambition de faire les choses pour les vitriaux et pas pour la nation. Vous me dites si je me trompe. Pas encore. Vous êtes pas candidat à l'élection présidentielle. Pas encore. Bon, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Voilà. Mais moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est cet amalgame. Ensuite, alors, la question, Abdeslam, parce que le temps passe vite. Mais la question, moi, j'ai entendu là le programme qui a été présenté, qui est audacieux. Je voulais moi juste ajouter une précision. Vous parliez des conseils de quartier qui ne fonctionnent pas. Il y a des endroits où ça fonctionne. Moi, pour l'histoire, j'étais longtemps président d'un conseil de quartier et il y a eu des choses qui ont avancé. Donc c'est peut-être une histoire de compétences et de personnes qui étaient à ces responsabilités-là. Mais si demain vous étiez élu maire de Vitry, quelle serait la première mesure que vous mettriez en place? Ah oui, ça c'est intéressant. Ça c'est une bonne question, ça. Je reconnais Itache. Ouais. L'expérience là. Hein. Ouais, c'est ça. Quelle est la première mesure, Kamel Sebi, que vous allez prendre quand vous allez avoir les clés de la mairie, que vous allez vous asseoir dans votre grand fauteuil au bureau, là-haut, perché là-haut? Ouais. Eh bien, les mesures les plus efficaces sont souvent les plus simples, et moi je me tournerai vers mes citoyens pour répondre à leurs demandes, qui est déjà plus de transparence. Aujourd'hui, dans l'attribution des crèches, des logements sociaux et de tous les services de la mairie, c'est très compliqué. Les citoyens ne comprennent pas. Donc ma première mesure, c'est d'établir des règles strictes et claires pour tout le monde pour l'attribution des services de la mairie. Ce que vous voulez nous dire, c'est que pour avoir une place en crèche, notamment, il suffira plus d'avoir sa carte au PCF. Plus de clientélisme. Plus de clientélisme, mais des règles strictes. Ou en marche, par exemple. Ni en marche, ni toute autre partie, mais des règles claires. En ligne, hein. Il n'y a pas besoin de carte. Mais, non. Les règles seront claires. Il s'agit d'avoir un service équitable pour tous les citoyens, parce qu'aujourd'hui, quand on est maire, on représente tous les citoyens et pas uniquement des partisans. Kamel Sebi, est-ce que c'est pas une difficulté quand on est candidat qu'on s'appelle Kamel? Bah écoutez, on va pas le nier. Avant, il s'appelle pas Kamel, il s'appelle Kamal. Kamal. Ouais. D'accord, Kamal. ça change tout. Oui, bon, ça va. Kamal, c'est vrai, t'as raison. Kamal. Alors, j'avoue qu'à Vitry, c'est plus simple qu'ailleurs, pour ce point-là, du moins, parce qu'on a une population très cosmopolite. Donc de ce côté-là, j'ai un accueil très apprécié de mes voisins, de mes amis, de la population, puisque les gens s'arrêtent parfois dans la rue pour me féliciter. Ouais. Mais il ne faut pas nier qu'aujourd'hui le Front National est présent à Vitry comme ailleurs. Ah oui. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, ils font pas des bons scores là-bas. Ils font pas des bons scores, mais ils font des scores stables. Année après année. Il est 19, donc presque la fin. Il vous reste 1 minute, Kamal Sebi, pour vous adresser à ceux qui nous écoutent à Vitry. Vous avez 1 minute pour nous dire pourquoi il faut voter Kamal Sebi le 15 mars prochain. À vous de jouer. Bien vitriote, en premier, je souhaite mes meilleurs vœux, puisque j'ai pas eu l'occasion de les souhaiter dernièrement. Je vous invite à venir dans les bureaux de vote de Vitry, puisque aujourd'hui Vitry est une ville endormie. Vitry, une ville idéalement située, avec beaucoup de potentiel, beaucoup d'améliorations possibles. Vous vous plaignez de la propreté, vous vous plaignez du cadre de vie et de la sécurité. Aujourd'hui, il faut changer les choses. Et la seule chance pour vous de changer les choses, c'est le 15 et 22 mars, en allant voter, en allant vous exprimer. Puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas s'abstenir et ensuite se plaindre. Donc, je vous propose de venir à mes événements, notamment les 15 et 29 février, à la salle du château, pour débattre et ensemble construire le projet et gagner la mairie de Vitry ensemble. Eh bien, merci beaucoup Kamal Sebi d'être venu présenter votre programme et bonne chance pour le 15 mars prochain à Vitry. Merci beaucoup. À très vite. Et voilà, on est en train de dire au revoir au candidat qui est venu se présenter. Alors la semaine prochaine, il y en aura pas mal. Hein. On va voyager de Garges-les-Gonesse en passant par Blanc-Ménil. Tiens, mon cher Abdeslam, on passera à Blanc-Ménil le mercredi. Une candidate de Blanc-Ménil. On ira dans plusieurs villes la semaine prochaine. Et puis Tarek Mami qui nous a rejoint aussi, qu'on va saluer d'ailleurs. Bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et mes excuses les plus plates. Un contretemps, comme on dit... non prévu dans la programmation m'a empêché de venir vous saluer avant cette heure-ci. Mais je suis toujours heureux de venir saluer et les auditeurs et les auditrices et les auditeurs et puis les chroniqueurs du jour et surtout notre ami Christophe. Alors pour la question du jour, on parle de Zineb El Razoui qui a été, vous le savez, auditionné par le Sénat. Au Sénat. Et qui a dit qu'on a trouvé le meilleur médicament chez les musulmans.
Alors, elle a surtout dit que, selon elle, elle n'a pas peur de dire que les frères musulmans sont aux portes du pouvoir en France. Elle n'a pas peur non plus de dire que chez les chrétiens, l'arme principale de la guérison, c'est l'exorcisme. Mais est-ce qu'elle est légitime? C'est la question qu'on pose. Aucune. Vous savez, vous obtenez dans ce pays aujourd'hui les légitimités que les autres veulent bien vous accorder. Donc vous n'êtes pas légitime par ce que vous faites, vous n'êtes pas légitime par votre connaissance, vous n'êtes pas légitime par votre travail. Légitime par cooptation. Oui, mais faut voir le niveau des cooptants pour comprendre qui est coopté. Quoi. Ouais. Bon, donc pas de légitimité pour vous, Tarek, concernant Zineb El Razouy, qui est sous protection policière, qui est auditionné au Sénat. Alors j'aime bien rappeler ici, parce que nous sommes la radio de la libre expérience et de la mémoire, que cette dame était en cours de licenciement, si c'est pas déjà licencié, à Charlie Hebdo, et donc osez venir parler au nom de Charlie Hebdo, une boîte qui vous a jeté, ou en tout cas qui était en train de vous jeter. La légitimité. Merci de le rappeler, Tarek. Non, mais c'est bien, c'est très important. On connaît pas les modalités. Pourquoi? Oui, mais attends. J'ai la lettre. Elle est convoquée par être licenciée. Oui, mais ça c'est du formalisme. Non, mais c'est du formalisme. Mais oui, c'est un fait. Mais c'est un fait. Oui, mais c'est un fait qui est intéressant à savoir, Farid. C'est du formalisme. Oui. Tu connais pas le contexte, ça se trouve elle a trouvé un boulot à côté et que c'est un... Non, mais je vous ressortirai, cher Farid. La lettre, je mets pas en doute la lettre. Non. La lettre formalisme. Oui, qu'est-ce qu'elle démissionne, on n'est pas convoqué. Voilà. Sur quoi? Quand on est démissionné. Elle n'a pas démissionné. Elle était convoquée pour un licenciement. Oui. Donc c'est qu'elle n'a pas trouvé de boulot si elle était licenciée. Enfin, a priori. Écoute, j'ai suffisamment géré de boîtes dans ma vie pour te dire que parfois, aussi, cher Farid. Et voilà. Et on peut parfois se mettre d'accord avec des salariés pour les mettre dehors de manière à ce qu'ils touchent le chômage, etc. Excuse-moi. Alors ça s'appelle pas, cher Farid. Et c'est l'avocat qui parle. Ça s'appelle pas un licenciement. Ça s'appelle comment? Une rupture conventionnelle. Mais avant, ça n'existait pas. C'est Sarko qui l'a. Non, elle n'a pas toujours existé. La rupture conventionnelle, c'est Sarko qui l'a inventé. Mais c'était après Sarko. Oui. Puisque les attentats sont sous Hollande. Le licenciement, c'est une modalité qui existe, la rupture conventionnelle, effectivement. Mais le licenciement également, encore une fois. Mais sauf que elle était sous la loi. Mais quand elle est convoquée, c'est plus l'employeur qui est d'accord qu'elle. Sur quoi? Je vous enverrai parce que la rupture conventionnelle, il faut que les deux parties soient d'accord. Exactement. Pour justement se séparer. Bon, alors c'est bon, on est d'accord? C'est bon? Elle n'a aucune légitimité. Aujourd'hui, en tout cas. 97% des auditeurs le pensent aussi. Non, mais en tout cas, est légitime celui qu'on met sur un plateau et qu'on lui donne un micro. Pour beaucoup, il devient légitime, pour d'autres, il l'est pas. Et c'est à ce titre que je parle de cette dame. Sur la légitimité, on peut s'interroger. D'ailleurs, est-ce que je suis légitime pour être à ce micro-là? Bien sûr, oui. Non, pour deux raisons. Eh bien, tu trouveras non, je suis pas d'accord. Non, mais pour deux raisons. Oui. Parce que vous avez proposé, on a accepté, ou on vous a proposé, vous avez accepté. Elle, c'est la même chose quand elle va sur les plateaux de télé. Par contre, je voulais juste répondre. Non, mais on parle du Sénat, on parle pas des plateaux de télé. Oui, justement, pour revenir au Sénat, très bien. Parce qu'on a eu une auditrice tout à l'heure qui disait qu'elle a aucune légitimité à parler sur l'islam. C'est ça. Non, mais tout et elle a raison. Mais elle a complètement raison. La difficulté, c'est qu'elle parle pas officiellement sur l'islam. Non, mais tout citoyen sur la radicalisation. Tout citoyen a le droit de parler sur n'importe quoi. À partir du moment où on parlait de la légitimité. La légitimité. Non, mais d'être auditionné au Sénat, c'est pas tout le monde. Non, mais voilà. Moi, j'y étais auditionné dans ma vie. J'allais dire, on passe par les filtres. Non, mais on passe par les filtres. Il faut aller jusqu'au bout. Elle est auditionnée par quelle commission? Et à quel titre? Je l'ai dit. Elle est auditionnée par une commission qui a le travail de travailler autour de la radicalisation islamiste. Une commission qui a été mise en place après le. Alors je sais pas. Apparemment ça n'a pas été un attentat. Ce qui s'est passé à la préfecture de police de Paris. Très bien. On auditionne des personnalités, des experts. Oui, voilà. C'est ça ma question. Il y en a une chambardée. Et je vais vous choquer. Oui. J'ai un peu travaillé à l'Assemblée. Oui. Des missions parlementaires ou ce type d'audition, il y en a malheureusement pléthore. Plein. Et ça remplit les tiroirs. Ça n'est pas exactement. Tous les gens qui sont auditionnés pour ces missions-là ne sont pas toujours. On est d'accord. Légitimes. Oui. Voilà. Non, mais la seule chose, c'est que moi, je voulais juste intervenir, c'est par rapport à l'auditrice, avec tout le respect que je peux avoir pour elle, c'est que, enfin, le rappeler que cette personne-là qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas ce qu'elle raconte. Oui. Elle n'est pas auditionnée en tant que musulmane, parce qu'elle n'est pas musulmane, parce que l'auditrice tout à l'heure a fait cette référence-là. Zineb El Razouy n'a pas peur de dire, elle n'est pas musulmane. Et la question dans ces auditions, c'est qu'on n'auditionne pas les gens parce qu'ils sont musulmans ou pas. Parce qu'ils sont, par exemple, Zemmour demain sera dans cette même commission. Donc, on s'en fout de la qualité, j'allais dire, de croyance de la personne. Mais
Je parlais de l'auditrice qui avait fait une référence. Mais moi je retire le mot légitimité parce que je suis pas d'accord sur le mot, mais je mettrais. Il a tout son sens, important. Non, mais attendez, non, parce que là, moi, par exemple, je serais pas légitime à aller réparer des tuyaux en plomb. Alors, non, mais si vous êtes convoqué, si vous êtes appelé à l'Assemblée, je suis pas obligé d'y aller. Non, mais si vous y allez, vous avez une légitimité parce qu'on vous est invité. Par contre, moi, les mots que je mettrais peut-être à la place, c'est est-ce qu'elle est dans son rôle, est-ce qu'elle est dans l'utilité, est-ce qu'elle rajoute quelque chose aux échanges de la commission? Ça sont des choses. Je trouve que le terme de Christophe légitimité est très bon. Je suis le premier à critiquer les gens qui ne sont pas musulmans et qui viennent parler d'islamophobie. Ouais. Bah oui, et je suis le premier à le dire parce que pour moi, ils n'ont pas la légitimité justement de parler de quelque chose dont la spiritualité ne l'a. Alors moi, je suis dans ce cas, cher Farid. Non mais Farid, tu es contre vous dans ce truc. Mais je sais bien. Moi, la légitimité pour moi. C'est ce qui fait les débats. Oui, pour moi, la légitimité, c'est quoi? C'est avoir un titre quelconque dans la matière dont on parle. Christophe parlait tout à l'heure de tuyaux. Ouais. Donc, si quelqu'un n'a jamais touché de tuyaux dans sa vie, ou s'il a bricolé parce que les copains sont dans la tuyauterie, et un jour il vient expliquer qu'est-ce que c'est que les tuyaux, bon, c'est quand même une légitimité pour le moins. Comme quelqu'un viendra nous expliquer comment fonctionne une radio, Tariq Pammi. Il y a un super mot en anglais qui m'échappe pour dire plus petit. Il y a l'upgrade quand on lève, et il y a la moindrie en américain. Il y a un mot extraordinaire. C'est une légitimité, on dirait en français, une légitimité raccourcie. Bon, c'est comme si on venait vous expliquer comment fonctionne une radio, Tariq Pammi. Ah ben, je suis preneur de cours. Oui, non, mais d'accord, mais si ça vient de quelqu'un qui ne connaît absolument pas le métier, bon, voilà, il sera pas tout à fait légitime. Alors, je vais vous raconter, je suis en retard, j'accapare quelques minutes. Elle a essayé de vous donner des cours. Oui. Alors, je vais vous raconter une histoire. Nous avons eu un super conseiller CSA, je veux pas dire son nom, mais qui était un grand patron de radio à Radio France. Non. Les connaisseurs connaissent. Ouais, bien sûr. Et il a été nommé au CSA. Quand j'étais le voir, quand il a fait une réunion, il a dit, au bout de 3 mois, je vais être franc avec vous. Jusqu'à ce que j'arrive ici, pour moi, la radio, c'est une table, une chaise, un micro. Et je suis en train de découvrir que derrière la table, et franc, la table, la chaise et le micro, il y a les grandes ondes, les petites ondes, le DAB, le FM, le micro, le technique. Je connaissais pas. Et donc, ce type, qui a fait 30 ans de radio, qui avait l'émission qui marchait le plus sur France Inter, France Culture, n'a jamais prétendu donner des leçons à toutes les petites radios associatives qui avaient les mains dans le cambouis depuis 20 ans. Bon, on va faire une petite parenthèse avant de s'attaquer à Emmanuel Macron et ses déclarations apparemment très inspirées en retour d'Israël. Ceux de l'avion ou ceux là-bas sur place? Non, ceux de l'avion. Et moi, ce qui m'interroge aussi, c'est la personne qui l'a interrogé. Non, c'est les 3, Christophe, on ira tout à l'heure. Ils étaient 3. Attendez, ils étaient peut-être 3, mais en tout cas, il a accordé un entretien à Monsieur Aziza. Pas tout seul. Je peux vous le dire. Ils étaient 3. L'entretien a été diffusé en exclusivité ce matin sur Radio J. Non, mais en exclusivité parce que. Ouais, voilà. Non, mais d'accord. Moi, ça me pose question. Pardon. Non, cher Christophe, ils étaient 3 journalistes. Le journaliste du Figaro. Le Figaro, oui. Le Monde. Oui. Et Aziza, que vous connaissez. Mais est-ce qu'ils étaient 3 en même temps ou séparément? Non, en même temps autour de la table de l'avion du président. Bon. En tout cas, voilà. C'est quand même pas récurrent, Tariq Pammi, vous qui avez l'habitude de faire des voyages avec les présidents. Est-ce que le président, en retour de voyage, prenne des journalistes avec lui? C'est récurrent. Si. Alors, moi, je pose des questions, les gars. Vous avez un journaliste quasiment attitré, non pas par son nom, mais par sa fonction. D'accord. C'est le patron, c'est le journaliste AFP. D'accord. Et lui, il est systématiquement dans l'avion. Non, c'est le référent AFP de la presse présidentielle. Non, mais ça dépend. C'est AFP. D'accord. Parce que j'étais. Pourquoi? Parce que moi, une fois, dans une de voyage, il y a une guerre. Je sais même pas pourquoi la guerre a été déclenchée, pourquoi elle s'est arrêtée. Au retour d'un des voyages, je crois d'ailleurs que c'était le Palestine, Hollande a dit à son service de presse, je vais tel et tel journaliste. Et la bonne femme est venue nous dire, pour nous dire, voilà, soyez pas jaloux, au retour, là, il y aura 2 ou 3 journalistes qui monteront avec le président. Donc c'est le président qui choisit? Oui. Le président propose, et le président ne décide rien, ni dans ce pays, ni ailleurs. Propose et les journalistes disposent. Non, c'est même pas le journaliste. Et on est venu me dire, Monsieur Mami, ne le dites à personne, mais normalement, vous êtes dans l'avion du président, au retour, pour un débriefing, parce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez. Et puis, la même personne, pour ne pas dire homme ou femme, est venue, on croit, une demi-heure avant que... blanc, pour me dire, je m'excuse, le choix a été modifié à la dernière minute, et cette fois-ci, c'est pas vous qui serez dans l'avion. Pas aux critères. Non, mais je sais pas non, mais pour vous dire. Donc, il y a la règle de l'AFP. Et après, il y a les affinités. Qu'est-ce que vient foutre Aziza là-dedans?
Pardon, excusez-moi. On était en Israël. Il était en voyage officiel. Oui. Non mais d'accord, mais qu'est-ce qu'il vient faire dans l'avion du président? Il était en Israël. Mais il était dans le voyage officiel. Mais quand le président de la République fait un voyage de ce type-là, il n'y a pas qu'un avion déjà, premièrement. Non, on a 2 avions. Il y a généralement 3 avions. Et en vérité, il y en a plus. Il y a l'avion pour les hommes d'affaires qui accompagne la délégation, oui, bien sûr. Il y a un avion pour les journalistes. Pour les journalistes, oui. toujours entre et l'avion du président. Et l'avion du président. Ça fait 3. Oui, et vous avez, par exemple, le président a chopé officiellement une fille tunisienne qu'il aurait rencontrée à Clermont-Ferrand à 23h dans la rue. Oui, on se souvient. Oui. Vous vous souvenez? Oui. Et qui s'est retrouvée dans l'avion du président à leur retour pour la Tunisie, elle qui n'a jamais été à l'Élysée. Et vous avez Hollande institué une tradition. C'est que quand il va dans un pays, j'aime pas le mot mais c'est comme ça, mais il prend des originaires de ce pays. Par exemple, quand il était au Maroc, j'ai la liste de personnalités dites marocaines qui étaient dans l'avion présidentiel, y compris une journaliste. Quand on a été en Algérie, c'était pareil. Mais quand tu vas au Mexique, c'est pareil. Et ainsi de suite. Et donc, quand on est en Israël, c'est peut-être ça qui explique Aziza. Et j'aime pas la chanson Aziza, mais j'aime son chanteur. Oui, absolument. Bon, petite parenthèse avant de parler donc d'Emmanuel Macron, disais-je, parce que hier, messieurs, je sais pas si vous êtes des adeptes et grand public de C8 et de l'émission Balance ton poste de Cyril Hanouna. Quoi qu'il en soit, hier, le LGF était représenté par notre belle et douce Faiza Ben Mohamed. Ouais, mais c'était quand même à une heure tardive. Ah bah oui, très tardive. Elle était l'invitée surprise, en fait, de l'invité politique, qui n'est autre que monsieur Nicolas Dupont-Aignan. Extrait, messieurs. Ce que je trouve terrible, c'est vous qui enfermez les musulmans dans la solidarité avec l'islam politique. C'est-à-dire que toute personne, vous ne savez pas dissocier ce qui est la critique qui serait insupportable des musulmans. Les Français musulmans sont comme les Français catholiques, juifs, athées, agnostiques, tout ce qu'ils veulent. Ils sont libres de pratiquer leur foi dans le respect et la France leur permet de faire cela. Mais en revanche, dès qu'on critique l'islam politique, qui veut imposer une loi politique contraire à toute l'idée de la France, où la religion est soumise à la politique, et c'est pas la vie de la cité qui est régie par l'islam. Et là, vous accusez d'islamophobie. Qui est l'islam politique en France? Qui sont ces gens? Les frères musulmans que vous représentez, les salafistes, les frères musulmans qui prêchent la haine dans les mosquées. Que je représente, vous avez l'impression d'avoir un frère musulman là en face de vous? Vous vous sentez pas un peu ridicule? J'ai lu ce que vous écriviez. Non, mais regardez ce qui est écrit. À un moment donné, il faut vous calmer. 38%, vous avez évoqué le tweet que j'ai posté la semaine dernière. 38% des musulmans se disent ne pas être Charlie. C'est le même pourcentage dans la globalité de la société française. Vous auriez dû lire les tweets dans leur ensemble et pas vouloir les tronquer. Maintenant, si 38% des personnes n'ont pas envie d'être Charlie, si vous êtes Charlie, vous devriez nous accorder le droit de ne pas être Charlie. Mais vous avez tout à fait le droit, et heureusement, de ne pas être Charlie. Nicolas Dupont-Aignan, voilà, bon, après, qui était vraiment ridicule du début à la fin, face à Faiza Ben Mohamed, qui était donc l'invité surprise. Il y a eu d'autres moments très intéressants, mais bon, c'était juste pour saluer le passage de Faiza, qui a été effectivement très retardé, parce qu'il y a eu un entretien avec Taha Bouaps juste auparavant. Vous savez, ce journaliste qui a été qui s'est fait remarquer au théâtre avec le président la semaine dernière, et qui est venu s'expliquer. Alors lui, il a réussi quand même à négocier quelque chose d'intéressant. Pas de débat avec les chroniqueurs. Juste des questions avec Cyril Hanouna, et on peut dire qu'il s'est plutôt bien défendu. Taha Bouaps, il a reconnu des erreurs, il a fait preuve aussi le fait de reconnaître qu'il est jeune, etc., etc. Donc voilà, c'était hier dans Balance ton poste. Faiza Ben Mohamed qui va bientôt revenir. Pour ceux qui pensaient qu'elle était plus dans le LGF, elle est toujours avec nous, rassurez-vous. Alors, voici cette phrase prononcée par Emmanuel Macron, messieurs. Nous sommes une démocratie. C'est un message fort et sans ambiguïté qu'a lancé Emmanuel Macron dans l'avion qui le ramenait d'Israël, où il a participé hier aux commémorations de la libération du camp d'Auschwitz. Aux commémorations, donc, le président il s'est confié sur l'état du pays au retour de l'avion d'Israël, quelques heures avant une nouvelle journée de grève contre ses projets de réforme des retraites. Qui a eu lieu aujourd'hui à Paris. On était avec Philippe Boyaki tout à l'heure. A priori, il y avait encore pas mal de monde. Et il dénonce les discours politiques extraordinairement coupables qui affirment que le pays est devenu une dictature et tend à justifier les actes de violence. Aujourd'hui, c'est installé, dit-il, dans notre société et de manière séditieuse par des discours politiques extraordinairement coupables, l'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'une forme de dictature se serait installée. Accuse le président dans un entretien qu'a diffusé, donc je disais tout à l'heure Radio J, qu'a pu consulter l'AFP, de lancer, et c'est là la phrase intéressante,
aller en dictature. Une dictature, c'est un régime où une personne, un clan décide des lois. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants. Jamais, si la France c'est cela, essayez la dictature et vous verrez, a dit Emmanuel Macron. Est-ce que, franchement, ce type de phrase est encore le bienvenu au vu de ce qui se passe actuellement aujourd'hui en France? Si on prend comme repère le pire dans le monde, je pense que c'est pas vraiment la meilleure des méthodes. Dire qu'il s'agit d'une dictature en France, c'est une erreur. Ensuite, sur la démocratie, n'oublions pas qu'il y a encore des gens qui meurent à cause des bavures. Encore dernièrement, Cédric qui avait été plaqué au sol avec ce plaquage ventral et qui en est mort. Ce que je veux juste dire, c'est que la sécurité, c'est un devoir de l'État, c'est une fonction régalienne de l'État qui doit être assurée. Et je pense que on fait surtout allusion à ça avec un supposé État policier. Ce que je veux juste dire, c'est que les gens doivent pouvoir justement vivre, s'exprimer librement en France. Mais moi, je trouve malheureux d'avoir à montrer du doigt une dictature et justement se comparer à d'autres pays qui sont totalitaires. Est-ce qu'il vit encore sur la planète France, Emmanuel Macron, Tarek Mami? Oui, bien sûr. Sur la phrase du président, le principe de la démocratie, c'est l'alternance au pouvoir sans violence. C'est ça la première définition d'une démocratie aujourd'hui. À partir du moment... le respect de l'autre aussi. Non mais attendez Christophe. À partir du moment où tous les 5 ans, vous avez le choix de changer de président, tous les 6 ans de changer de maire, etc., bien que le système est fait par les politiques, par les médias pour que ça dure un peu, mais nous ne pouvons pas dire en France qu'on est en dictature quand même. On a eu ce débat, Christophe. Comparaison n'est jamais raison. Ça, on est tous d'accord que c'est pas une dictature. Bien sûr. Comparaison n'est jamais raison. En 2011, moi je vous ai posé la question, qui c'est qui peut m'expliquer que Ben Ali est un dictateur? C'est quoi un dictateur? Voilà. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas en dictature, mais nous sommes dans un système où les alliances des clans qui sont peut-être en train de se déliter aujourd'hui, mais pour quelques mois, parce que les intérêts des uns et les autres sont supérieurs, reviennent, nous ne sommes pas en dictature. Et qui est la violence policière, comme dit Abdeslam? Non mais ça on le sait, Tarek Mami, qu'on n'est pas en dictature. C'est la phrase du président. Non mais c'est quoi la phrase? Savoir ce que c'est que la dictature, allez en dictature. Allez en vivre en Chine. Ouais, mais et vous allez voir ce que c'est une manière de s'adresser à ses concitoyens, franchement? Non mais je justifie pas ce que dit le président, mais il répond à une question. Et dit nous sommes en dictature. Il est pas en dictature. Est-ce que la réponse est adéquate? Voilà. Surtout, il répond à des gens qui eux affirment qu'on est en dictature. On peut pas tout lui. En dictature, Christophe. En dictature, vous avez un journaliste ou pas journaliste, un agite-propre ou pas agite-propre, un truc ou pas truc, qui rentre dans un théâtre dans lequel il y a un président de la République et qui s'installe au 3e siège. Et qui ressort hier. Il ressort. Non, il n'est pas ressorti. Non, mais il n'est pas ressorti. Il sort au port de la garde à vue. Et qui s'installe. Dans d'autres pays, il aurait été sous terre, lui et toute sa famille. Je pense qu'on a un gros problème, en fait. Oui. Et c'est normal, ça, Farid? Pas du tout. Bon, d'accord. On a un grand problème, cher Christophe, sur la définition des mots. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un acte terroriste? Les Américains et le Conseil de sécurité de l'ONU ont refusé une définition applicable à tous. Ce qui nous amène à l'islamophobie, ce qui nous amène à racisme. Pourquoi il y a plusieurs racismes en France? Donc, mettons-nous d'abord d'accord sur les définitions, et après on appliquera à ce que la France est dictature ou pas. En tout cas, c'est mon point de vue. Farid Tabsamani, sur la phrase en question, est-ce qu'elle est maladroite? Voilà, pour être plus simple. Moi, je trouve que... il répond à un journaliste, si je dis pas de bêtises. Oui, il répond à 3 journalistes. Il répond à 3 journalistes. Pourquoi? Parce que des leaders d'opinion très en vue dans ce pays-là, pour pas les nommer, mais qui sont plutôt à l'extrême gauche, eux considèrent qu'effectivement l'État, et ça peut se discuter, que de l'expression de l'État parfois peut être assimilée à de la dictature. C'est caricatural, naturellement. Oui, le mot est fort, on est d'accord. On pourrait plus parler de totalitarisme, éventuellement. Même pas. Je pense que on est en démocratie dans ce pays-là. Que la démocratie soit manipulable, c'est une évidence. En 83, je crois que c'était Léniel ou quelqu'un d'autre communiste qui a dit que la dictature c'est celle de la majorité au pouvoir au moment où on parle. Donc c'est une dictature d'une majorité qui fait les lois parce qu'elle a la majorité, mais c'est pas une dictature dans le sens classique. C'est Léniel qui avait dit ça. Je suis très content parce que en vérité, la notion de démocratie, en fait, c'est une notion très philosophique et historique. Et moi, je suis très critique
sur la démocratie française, par exemple. Moi, je le suis. Pourquoi? Alors, je vais me faire des tas d'amis. C'est qu'en fait, on donne la possibilité à tout le monde, conscient ou inconscient, de s'exprimer. Moi, j'ai une autre philosophie. Heureusement qu'elle existe, sinon tu serais pas là, Farid, non? Alors, on parlait tout à l'heure de la légitimité. Non, mais la démocratie. Parce que tu dis qu'a priori, ouais, mais de manière offre égalitaire. la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Heureusement. Alors, moi, je pense que non. Mais c'est un grand débat, hein, c'est un débat philosophique qui est... Bon, on n'aura pas le temps en tout cas de développer. Exactement. Mais alors, je tiens à rassurer les auditeurs, je suis pas un méchant dictateur ou quoi que ce soit. C'est juste que, en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais je serais heureux un jour qu'on puisse l'aborder d'ailleurs. Abdel est avec nous. Je terminerai juste par la phrase de De Gaulle qui a dit. C'est pas à mon âge, il avait 62 ans. Que je vais avoir une carrière de dictateur. Que je vais commencer une carrière de dictature. Monsieur Abdel, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Bon, j'ai une question pour Monsieur Mami et le chroniqueur qui est avec toi. Et bonsoir à vous. En fait, Monsieur Mami, j'ai à ma droite et Monsieur Abdel à ma gauche. En Israël. Et j'ai dit, je vais regarder les images attentivement pour voir est-ce qu'il va le faire. Et il l'a fait. Alors, est-ce que vous vous souvenez quand Monsieur Trump, parce que souvent ces dirigeants, quand ils vont dans des pays arabes, on a demandé à leurs femmes, comme par exemple en Arabie Saoudite, à la femme de Trump, de mettre le voile pour respecter les mosquées saoudiennes. Et il a dit, ma femme n'est pas soumise. Et la femme de Macron a dit, la femme de Monsieur Trump a dit, je ne mettrai pas le voile, je ne suis pas soumise. Madame Le Pen a fait la même chose en Iran. Elle a dit, je ne mettrai pas le voile avant de monter dans une mosquée car je ne suis pas soumise. Et je pense que Monsieur Macron ferait aussi la même chose. Madame Macron ne mettrait sûrement pas le voile si elle arrive dans un pays musulman. Pourtant, ces mêmes personnes qui parlent de soumission, Madame Trump a mis le voile devant le pape. Monsieur Trump, quand il est arrivé en Israël, a mis la kippa. Monsieur Macron, je l'ai dit, a mis la kippa. Pourquoi ces dirigeants ont un tel manque de respect envers la religion musulmane quand il faut rentrer dans un lieu de culte? Et ils parlent de soumission. Et pourquoi le mot soumission n'est pas évoqué quand ils arrivent en Israël? Merci Abdel pour la question. Très intéressante, mais on n'a pas trop de temps. Quelqu'un veut répondre, mais alors rapidement. En 2 mots. Ouais. On ne peut pas... C'est intéressant ce qu'il dit. Hein. Oui, mais je vais quand même me faire quelques amis comme dit Farid. Non, on ne peut pas comparer ce qui est considéré comme une règle absolue dans une religion, la kippa, et une règle dans laquelle les musulmans eux-mêmes font de la discussion et de la controverse, et je suis pour, je suis contre. Voilà, t'as perdu des auditeurs là. Non mais. Pas mieux arrêter, moi j'ai besoin d'auditeurs. Hein. Non mais. Alors on va dire que c'est moi qui lui ai soufflé ça. Voilà, non mais on va avancer. Par contre, est-ce que Trump, quand il rentre dans n'importe quelle mosquée, est-ce qu'il rentre avec ses chaussures? Il me semble qu'il n'est jamais rentré dans une mosquée. Non mais, ou Macron ou autre. Et il retire leurs chaussures, parce que ça, c'est une autre marque. Donc il faut aussi toujours... Et même ça, c'est un débat... Ouais. Dans la religion musulmane. Arrêtez. Non mais alors est-ce qu'il va dans la salle de prière? Au Maroc, ils ont réglé le problème pour les personnalités. On vous donne en fait, comment dire, un petit, je dirais pas un sachet, mais un tissu. Si, c'est pour. Et vous mettez vos chaussures dedans. Et vous pouvez rentrer, donc vous ne foulez pas la terre. Bon. Par contre, en Israël, les gens terminent là. Oui, en Israël, quand il y a des gros problèmes, des fois les soldats israéliens rentrent avec leurs chaussures, voire avec un cheval dans la salle de prière. Ouais, et Macron, le président Macron, est rentré hier à la demande de Mufti de Al-Quds dans la salle de prière de Quds. Alors, à tout de suite pour le quiz. Abdestabitash, Farid Tabsamani, Tarek Mami. Grand forum, merci d'être avec nous et en direct sur votre radio France Maghreb 2. Cette émission se termine bientôt, ça passe très vite avec Farid Tabsamani, surtout quand il y a un invité qui vient exposer et son programme et sa candidature. C'est normal. Mais ça va être le cas jusqu'à vous, mon cher Tarek. Et il y en a beaucoup. C'est très bien, il faut en recevoir le maximum. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire savoir si vous êtes candidat, à nous envoyer sur le Facebook de la radio, en message privé, par mail, ce que vous voulez. La radio vous est ouverte. Voilà, donc n'hésitez pas, mais par contre faites vite parce que le planning est en train de se remplir façon vitesse grand V. Et je rajoute une autre précision. Oui. Faut que vous soyez tête de liste. Absolument. Si vous êtes au numéro 7 de la liste. Ah non. Vous voulez venir marhaba, comme on dit de l'autre côté de la Méditerranée, mais accompagné de votre tête de liste. Allez, c'est parti pour le quiz. Le quiz. Alors qu'est-ce qu'on fait, monsieur Adeslam? On se tait? Non, vous jouez. Non, on laisse Farid répondre en premier. N'importe quoi. Non, mais parce qu'on est l'autocratie. Non, mais parce qu'on est venu en fin de parcours. Et si Farid répond pas, on passe au deuxième truc. Qu'est-ce que c'est que ce genre de... Mais moi, Tarek, c'est la démocratie. Depuis le début de la semaine, j'ai annoncé que je venais. C'est la démocratie à la Macron. On n'est pas en dictature. Première question. Quel dirigeant du monde, oui, c'est un dirigeant du monde, a affiché la couleur et le soutien à Sarraj en lui disant on ne laissera pas
Turc. Isolé. Turquie. Soutien à qui? Sarraj. C'est Erdogan. C'est Erdogan, effectivement. Qui a redit aujourd'hui qu'il n'était pas question qu'il reste isolé en Libye. Il incise. Il aurait écrit une lettre à l'ONU, le monsieur Erdogan, pour prendre l'engagement qu'au moment venu, c'est lui qui fait rapatrier tous les mercenaires qui sont aujourd'hui en Libye. Et la lettre, il l'a remise à monsieur Hassan Salamé, le représentant de l'ONU en Libye. Erdogan qui sera en Algérie dimanche. Oui. Pour 2 jours. Oui. Demain, a priori, c'est le président tunisien qui vient. En Algérie? Apparemment, oui. D'après nos infos. Il a fait un passeport? Bah, je sais pas, a priori, oui. Je vais encore perdre. Il est jamais sorti? Non, si, il a été juste à l'enterrement de Ouarkabous. Voilà. Donc je vais encore perdre quelques auditeurs tunisiens, là. Oui, et apparemment, demain, il est en Algérie. Ça serait une bonne chose. Voilà, absolument. Deuxième question, premier point pour Monsieur Mami. Pour celui qui avait dit qu'il ne jouerait pas, incroyable. Le président français a fait attendre Mahmoud Abbas. 5 heures. 5 heures est une bonne réponse et c'est absolument hallucinant. Bon, on va faire un tour, Farid. Non, mais d'habitude, c'est Farid qui gagne. Pourquoi il a fait attendre 5 heures? Parce qu'il a prolongé la visite dans la vieille ville qui lui a plu. Et moi, je comprends. Parce que quand on est dans cette ville, c'est vrai. On ne peut pas quand on est quand même le respect des chefs d'État. Non, mais il a appelé, ils ont téléphoné, il a téléphoné à Abbas, et ils ont négocié, et M. Macron a proposé le lendemain matin, mercredi, et l'autre, il lui a dit non, je suis parti matin, comme dit l'autre. Et le rendez-vous a lieu donc à 22h30. Donc il l'a pas fait attendre, quoi. Non, il a appelé, il a informé. Oui, d'accord, à 22h30. Il est arrivé 5 heures en retard. Oui, mais 5 heures après, oui. Mais il a appelé, ils ont convenu de l'heure. Coronavirus, on en parle beaucoup en ce moment. En Chine. Absolument, en Avec Chine. 3 Combien villes. de villes? 3. 2,5 en fait. 5. Non, 2 villes et un quartier dans Alors, une troisième la ville. réponse c'est 2. Moi, Ouais. j'ai 2. Oui, non, mais je te la donne. Dans Voilà. ces 2 Vous et avez un tout quartier. fait, Donc c'est pas 3. C'est pas 3, mais vous avez dit 2. J'ai dit 2. J'ai dit 2 et un quartier parce que ce matin, Il est en train de vous laminer. il y a 2 Non, mais c'est heures là, catastrophe. Hein. il y a un Mais gros l'OMS n'a quartier, pas l'air d'être 7 inquiet. millions d'habitants, Ouais. qui vient d'être mis en quarantaine. L'OMS, en par Chine. contre, n'est pas inquiet du tout, hein, l'OMS. Pour l'instant, tout va bien. Alors, il y a, pour ceux qui s'amusent, je pourrais envoyer tout à l'heure une vidéo, les Simpsons, que vous connaissez tous, qui ont fait un épisode Ils sont jaunes, mais ils sont pas malades. sur cette maladie-là, il y a 3 ans. Bon, j'ai une 4e question quand même, les gars, même si ça ressemble à un score du PSG face à Marseille. Dans quel pays une influente organisation islamique a nommé une femme présidente? Albanie. Non, pas du tout. Non, j'ai vu ça ce Indonésie. matin. Pas du tout. C'est pas très loin d'ici, hein, vraiment. J'ai vu ce matin. Mais c'est pas un pays musulman. Non, du tout. C'est la La Grèce. Belgique. Non. Non, c'est à côté. C'est Ça la qui Grèce. Hein? Chypre. Non, juste Non, à côté de chez nous, là. Juste à côté, l'Italie. Non, Mais c'est pas la un Grèce, peu plus au nord. J'ai vu la Grèce, Christophe, ce matin. Non, c'est pas la Grèce. J'ai vu ce matin la Grèce, Bah pour ouais, la mais moi, première fois. moi, c'est pas ma En tout question, cas, ma mais réponse. C'est l'Italie, l'Espagne, non, c'est pas possible. Non. Chypre, c'est mal. Mais c'est facile, La les Pologne. gars, dans un pays où tout se passe mieux quand même pour les musulmans. La Bruxelles, Vous avez dit quoi? La Suède. Non, Le pas Danemark. la Suède, pas le Danemark, pas Un le... pays- L'Estonie, la Lettonie, la Pays-Bas. Lituanie. Non, Pays-Bas, non, Belgique, non. Un pays Luxembourg. pour les musulmans, t'as Mais dit? c'est incroyable. Luxembourg. La Suisse. Mais c'est incroyable de citer tous les pays. L'Angleterre. Luxembourg. Merci. Elle a nommé quoi? En fait, c'est une femme qui a été nommée à une des plus grandes organisations islamiques en Angleterre. Ah ben Président. j'ai pas du tout compris ça, moi. Oui, alors je rajoute une autre précision. Alors, il y a une dame qui a été, une dame musulmane qui porte le voile, qui a été nommée, désignée numéro 2 de la mairie de Londres en même temps. Mais vérifiez, cher Christophe, je conteste pas le point, mais vérifiez la Grèce, parce que j'ai vu ce matin. Ah, parce que moi j'ai compris, je crois qu'il parlait y a d'un pas à président de contester. pays, moi. Non, pas du tout. Ma question était très claire, Ouais, il y a pas à cher contester ami. mon point. Farid, conteste dans pas. quel pays une influente organisation Oui, non, islamique, on n'a pas islamique entendu. a nommé une femme Non, présidente? mais vous C'était êtes l'Angleterre. omnibulés par l'islam. Nous, on pense aux politiques, Oui, machin, bien ils sûr, vont nous oui. rajouter. Tiens, allez, une dernière. 3-1. Farid, pour le point pour toi peut-être. Le président de quel pays a refusé de prendre parti entre les États-Unis et l'Iran? Waouh. C'est un pays européen. Non, du tout. Ah. Du tout. C'est pas le Canada? Non. Fallait pas chercher si loin. Hein. Non, mais- Iran. La Syrie. Ah oui, et peut-être l'Irak. Eh ben oui, voilà. C'est Barham Saleh qui a Ah oui, refusé ouais, de ouais, prendre Barham, parti entre oui, les États-Unis et l'Iran, tout simplement. Ça devient de la logique, c'est plus de la Bah fausse. oui, Mais en fait, voilà. ouais, voilà, c'est C'est Bah du bon oui. sens. Voilà. C'est le bon sens. C'est Crédit Agricole, c'est le bon sens à côté de chez vous, Franchement, quoi. toutes mes félicitations, monsieur Mamie. 4-1. Bravo. Bravo. Ah oui, alors, La remontada. je salue juste mon ami Philippe, le maire d'Orly. Ouais. Dans le futur. Qui est devant moi d'un demi-point. Non, mais qui m'a calé, moi, quel que soit il me met toujours le point que je marque, mais, sur la première colonne, sur la
la deuxième colonne, c'est toujours le même chiffre. Ouais. Ah ouais. J'ai gagné 3-4 fois, mais c'est pas grave. Donc j'ai les points qui montent. Il a pas l'habitude de travailler. Mais pas le nombre de victoires. Arrête, il était sur le terrain lui au moins. Ah oui, et il a fait super travail, encore une fois. Ah ouais. Bravo. Voilà. Bon, merci beaucoup messieurs, on a passé un bon moment, une bonne semaine, encore une nouvelle semaine qui arrive à l'horizon. Le LGF plus que jamais avec vous, pour vous et rien que pour vous, nous sommes vos oreilles, vos yeux aussi de toute cette actualité parfois très chargée et qu'il faut savoir de temps en temps analyser. Alors quand je suis à l'extérieur, c'est vrai, en reportage, objectivité. Je parle au nom de ce que j'ai entendu les auditeurs dire. Ouais. Et quand je suis dans le studio, nous sommes les oreilles et les yeux. Voilà. Et quand je suis dans le studio, je dis ce que moi je pense. Oui, bah ça on l'a bien compris. Non mais comme ça les choses sont claires. On l'a bien compris, cher Tariq. Je suis le porte-voix des auditeurs. Il faut juste arrêter de parler pendant les quiz, mais. Ah bah non. Moi si je viens pour les quiz. De gagner, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, Deslam, bravo. Moi si je viens pour les quiz. C'est pour les gagner. Non, c'est pour commenter ce qu'il y a autour, même quand j'ai pas bien répondu. Non mais c'est important, c'est vrai, il a raison. Faut commenter aussi ce qu'on dit. Faut pas se contenter de balancer des questions. Parce que jusque-là, avant, dans l'ancien monde, il y avait des gens qui donnaient juste la réponse. Et par exemple, Poel, mais on sait pas pourquoi, comment. Farid Tamsamani, merci et bon week-end. Merci à vous. Monsieur Itache, merci et bonne semaine. Restez bien branchés France Maghreb 2. Dans un instant, Medjahed pour la suite. Et là, on va changer de registre festif. Ça sera jusque 20h. Et puis après à 20h, on va revenir un peu au Hikra, la religion, l'islam, avec le professeur Samir Abslam. Bonne soirée, bon week-end. À lundi. Salut tout le monde. Et on n'a pas peur des heures supplémentaires à la radio, il est 18h03, c'est l'heure du journal de la rédaction. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal avec au sommaire ce soir la mobilisation contre la réforme des retraites. Il y avait du monde dans les rues aujourd'hui. Les syndicats veulent maintenir la pression sur le gouvernement, vous l'entendrez. C'est une première dans l'histoire des États-Unis. Un président va participer à une marche anti-avortement. Donald Trump sera dans le cortège ce soir à Washington. Et puis enfin, c'est l'événement ce soir à Paris pour tous les fans de basket. Un match de saison régulière de NBA à Bercy. À l'affiche, les Milwaukee Bucks face aux Charlotte Hornets. Des milliers de personnes dans les rues partout en France. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la 7e depuis le début du mouvement. À Paris, ils étaient entre 350 000 et 450 000 à défiler selon la CGT. Alors que le texte a été présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, les syndicats restent déterminés, à l'image de Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Écoutez. Ce qu'on demande, c'est de retirer un projet dont les citoyens ont compris une seule chose. Une seule chose, c'est qu'on va travailler au moins jusqu'à 64 ans et pour beaucoup bien plus tard. Et qu'on discute librement de propositions alternatives et la CGT en a beaucoup. Mais nous, ce qu'on propose, c'est clair. Augmenter les salaires, tout le monde comprend ce que ça veut dire parce que ça permettra des rentrées de cotisation. Revoir les exonérations de cotisation patronales, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est clair. Taxer les produits financiers, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est clair. Reprendre les 4 critères de pénibilité, je vais pas vous faire la liste. Donc nous, nos propositions, elles sont claires. On les a chiffrées et on va encore affiner nos chiffrages. Propos recueillis par Boris Karlamov. De son côté, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé que la conférence de financement aurait lieu jeudi prochain. Elle doit réunir les partenaires sociaux afin de trouver 12 milliards d'euros et garantir l'équilibre du futur système universel. Fin de l'alerte orange dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude. La tempête Gloria est passée sans faire trop de dégâts, même si Météo France appelle toujours à la prudence face au risque de crues et d'inondations. En Espagne, le bilan est beaucoup plus lourd. 12 personnes sont mortes et 4 restent encore portées disparues après les intempéries. Un second cas de coronavirus confirmé aux États-Unis. Une habitante de Chicago est revenue il y a une semaine de la ville de Wuhan, épicentre de l'épidémie en Chine. Elle a été hospitalisée. En Chine, justement, plus de 40 millions de personnes sont toujours confinées. Sur place, le bilan est de 26 morts. En France, Agnès Buzyn a fait le point cet après-midi sur la situation. Pour la ministre de la Santé, les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Un patient chinois présentant des symptômes du virus a tout de même été transféré vers le CHU de Bordeaux et placé en chambre d'isolement. Des examens complémentaires sont en cours. C'est une première pour un président des États-Unis. Donald Trump participera ce soir à Washington à une grande marche pro-life, comprenez pour la vie, une marche contre l'avortement. Au-delà du symbole, c'est un pas en arrière de plus pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Clémence
Clémence Lobary. Aux États-Unis, l'avortement est autorisé depuis l'arrêt emblématique de la Cour suprême Roe versus Wade en 73. Pour autant, chaque État dispose d'une certaine marge d'autonomie sur la question. En Alabama, par exemple, on impose aux femmes souhaitant se faire avorter une période d'attente de 48 heures ou encore un examen du fœtus par ultrason. Dans le Nebraska ou le Mississippi, presque plus aucune clinique ne pratique l'IVG. Au Texas, les avortements ne sont plus remboursés par l'assurance maladie. Et dans le Kentucky, ils sont interdits dès que les battements du cœur du fœtus sont détectables. Si la Cour suprême venait à réviser l'arrêt de 1973, 21 États conservateurs interdiraient à nouveau l'IVG. Et c'est d'ailleurs ce qui pourrait se produire en mars prochain. La Cour suprême examinera une loi restrictive de Louisiane. La Cour suprême où siège depuis octobre dernier Brett Kavanaugh, un juge nommé par Donald Trump, est réputé pour sa ferme opposition à l'avortement et ses prises de position pro-life. On passe au sport. La NBA débarque en France. Pour la première fois, un match de saison régulière du championnat américain va se disputer à Bercy ce soir. Un match qui opposera les Milwaukee à Charlotte. Sur le parquet, un Français, Nicolas Batum, joueur de Charlotte, forcément très heureux de participer à l'événement. On l'écoute. C'est un moment que c'est émouvant dans une carrière. En tant que joueur non américain, de faire un match NBA dans son propre pays, c'est quand même assez particulier. C'est un match officiel. Donc c'est la première fois que ça arrive en France et d'être le premier à faire ça, c'est en particulier assez fier de ça. Ouais. C'est bien pour le public français parce que c'est vrai que la NBA est quand même très très populaire en France. Il y a beaucoup de joueurs français qui jouent en NBA. La NBA est très suivie aussi. Donc c'est une bonne chose pour le public français qui ait un match à Paris. Et j'espère que ça va être un rendez-vous assez régulier pour les prochaines saisons parce que le public français le mérite. Et un événement qui aura bien une suite puisque le patron de la NBA, Adam Silver, a confirmé qu'une autre rencontre de saison régulière aurait lieu à Paris l'année prochaine. Il y a du foot, sinon ce soir, début de la 21e journée de Ligue 1, Nice reçoit Rennes, coup d'envoi 20h45. C'est tout pour cette édition. Très bonne soirée à tous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.